Le matin du 24 octobre 2001, des dizaines de chauffeurs roulaient comme d'habitude dans le tunnel du Gothard en Suisse. Parmi eux, Bruno Saba, un camionneur italien de 31 ans, transportait des pneus depuis le nord du pays. Ce trajet de 17 km, sous les Alpes, était pour lui un trajet habituel, l'une des voies de communication les plus importantes entre l'Italie et le reste de l'Europe. Au même moment, un camion belge transportant des vêtements, des textiles et des pellicules photographiques entrait dans le tunnel depuis l'autre côté. Le conducteur se dirigeait vers le sud, vers la frontière italienne. Rien ne laissait présager un accident, c'était un trajet habituel sur un itinéraire familier. À 9h39, pour une raison inconnue, le camion belge a percuté la paroi du tunnel, a rebondi et s'est retrouvé sur la voie opposée, juste sous les roues du camion de Bruno Saba. La collision était inévitable. Le carburant s'est répandu sur l'asphalte, une étincelle a jailli et le chargement de pneus en caoutchouc s'est transformé en un brasier infernal. En quelques minutes, la température a atteint 1200 degrés, transformant une partie du tunnel en un piège de feu dont tout le monde n'a pas pu s'échapper. Pour comprendre comment cette tragédie a pu se produire, il faut revenir sur l'histoire du col du Gothard et découvrir à quoi ressemblait ce tunnel avant octobre 2001. Le col du Gothard relie le nord et le sud de la Suisse depuis plus de 8 siècles. À partir du XIIIe siècle, cette route de montagne dangereuse a été utilisée pour le commerce entre les terres germaniques et l'Italie, mais en hiver, elle devenait pratiquement impraticable en raison de la neige et des avalanches. Au XIXe siècle, l'idée d'un tunnel a vu le jour. En 1882, le tunnel ferroviaire du Gothard y a été inauguré. Mais avec l'essor du transport routier, il est devenu insuffisant. En 1969, le gouvernement suisse a approuvé la construction d'un tunnel routier. 11 ans de travaux ont abouti, le 5 septembre 1980, à l'ouverture du tunnel routier du Gothard, long de 16,9 km. Sa construction reflétait les technologies de l'époque. 2 voies de circulation, l'une vers le nord, l'autre vers le sud, passaient dans un seul tube. Une galerie de secours avec sa propre ventilation était construite à proximité, reliée au tunnel principal par des passages tous les 250 mètres. La sécurité était assurée par des abris pouvant accueillir 70 personnes chacun, équipés de systèmes de communication et protégés contre les incendies. Le système de ventilation fonctionnait selon le principe longitudinal. L'air circulait dans le même sens que le trafic, assurant ainsi la circulation sur toute la longueur du tunnel. Cette particularité jouera plus tard un rôle fatal dans le déroulement de la tragédie. À la fin des années 1990, le tunnel était devenu une artère clé de la logistique européenne. Chaque jour, environ 18 000 véhicules le traversaient, dont 1 sur 5 était un camion. Plus d'1 million de camions par an reliaient le nord industriel de l'Europe au port méditerranéen de l'Italie. Cet itinéraire était particulièrement important pour l'économie italienne. Les routes alternatives à travers les Alpes étaient plus longues ou avaient des restrictions de charge. Le tunnel du Gothard permettait aux poids lourds de traverser les montagnes sans encombre, ce qui représentait un gain de temps et d'argent. En octobre 2001, le tunnel fonctionnait depuis plus de 20 ans sans incident majeur. Les systèmes de sécurité étaient régulièrement contrôlés et l'entretien était effectué selon des normes élevées. Rien ne laissait présager qu'une matinée ordinaire allait se transformer en une tragédie qui allait changer l'approche de la sécurité dans les tunnels à travers le monde. Le matin du 24 octobre 2001, la circulation dans le tunnel du Gothard était normale pour un jour de semaine. Des dizaines de voitures et de camions circulaient dans les 2 sens, les conducteurs empruntant leur itinéraire habituel. Bruno Saba conduisait son camion italien chargé de pneus en caoutchouc du nord vers le sud. Il ne restait qu'1 kilomètre avant la sortie du tunnel. Un camion belge chargé de vêtements, de textiles et de pellicules photographiques roulait en sens inverse. Ce qui est arrivé exactement au conducteur belge reste un mystère. Peut-être s'agit-il d'un moment d'inattention, d'une défaillance technique ou simplement d'un accident tragique. À 9h39, le camion a dévié brusquement de sa trajectoire et a percuté violemment la paroi droite du tunnel. Sous le choc, le véhicule a été projeté sur la voie opposée. Saba a vu le camion foncer vers lui, mais il n'a rien pu faire. Il n'avait pas le temps de manœuvrer. Les 2 poids lourds se sont percutés de plein fouet avec une telle violence que la tôle s'est déformée et que les réservoirs d'essence ont explosé. Le diesel s'est répandu sur l'asphalte du tunnel. Quelques secondes après la collision, un court-circuit s'est produit dans le système électrique de l'un des camions. Une étincelle est tombée sur le carburant renversé et un incendie s'est déclaré. Au début, le feu était modéré, mais le chargement de pneus en caoutchouc du camion de Saba l'a transformé en un véritable brasier. Les pneus brûlent très intensément, dégageant une fumée noire épaisse et atteignant des températures supérieures à 1000 degrés. Saba a réussi à sortir de la cabine par une fenêtre latérale.
Malgré le choc de l'accident, il a gardé son sang-froid et a commencé à avertir les autres conducteurs du danger. L'Italien a couru vers la sortie sud du tunnel, criant aux voitures qui arrivaient en sens inverse de faire demi-tour et de quitter immédiatement le tunnel. Son action a sauvé des dizaines de vies. La partie sud du tunnel a été évacuée en quelques minutes. Le conducteur belge n'a pas eu cette chance. Il a été gravement blessé dans la collision et n'a pas pu quitter rapidement le lieu de l'accident. Son corps a été retrouvé plus tard dans le tunnel principal, à quelques mètres du lieu de la collision. Pendant ce temps, l'incendie prenait de l'ampleur à une vitesse effrayante. Les pneus en feu atteignaient une température de 1200 degrés Celsius, suffisante pour faire fondre le métal des voitures. Les flammes se sont propagées aux autres véhicules qui n'avaient pas eu le temps de quitter la zone de l'accident. Le carburant répandu sur la chaussée a formé des traînées de feu qui s'étendaient sur des dizaines de mètres dans le tunnel. Le système de ventilation du tunnel, conçu pour des conditions normales, a joué un rôle fatal. Il a continué à fonctionner normalement, propulsant l'air du sud vers le nord. Cela signifiait que toute la fumée épaisse et toxique provenant des pneus et du plastique en feu était dirigée vers la partie nord du tunnel, vers la sortie à Göschenen. Les conducteurs dans la partie nord du tunnel ont été confrontés à un véritable cauchemar. Ils ont d'abord vu un mur de fumée noire approcher, puis ont senti l'odeur suffocante du caoutchouc brûlé. La visibilité était nulle. Ceux qui se trouvaient près du lieu de l'accident et qui ont immédiatement compris l'ampleur du danger ont fait demi-tour et ont quitté le tunnel en toute hâte. D'autres, qui étaient du plus loin et n'ont pas immédiatement pris conscience du danger, ont tardé à se décider, et ce retard a coûté la vie à certains d'entre eux. Marco Frischknecht faisait partie de ceux qui se sont retrouvés piégés. Comprenant qu'il était impossible de sortir en voiture, il a abandonné son véhicule et s'est frayé un chemin le long du mur du tunnel, essayant de trouver l'une des issues de secours. Je me frayais un chemin le long du mur, il faisait très chaud, il y avait de la fumée partout, se souvient-il plus tard. Frischknecht a réussi à atteindre l'un des abris où il a attendu les secours. Les abris d'urgence ont été le salut de nombreuses personnes. Ces pièces ignifugées, pouvant accueillir 70 personnes chacune, sont devenues des îlots de sécurité dans le chaos enflammé. Les gens s'y sont réfugiés pour échapper à la fumée et à la chaleur en attendant l'arrivée des secours. Le système de communication des abris a permis de coordonner l'évacuation par une galerie parallèle. Les services d'urgence ont réagi rapidement. Grâce à l'intervention de Bruno Sabat, la partie sud du tunnel a été dégagée et, 7 minutes après l'accident, les premières équipes de pompiers sont arrivées à l'entrée sud. Mais il était pratiquement impossible d'atteindre le foyer de l'incendie. La température au cœur de l'incendie atteignait 1200 degrés, ce qui rendait toute approche extrêmement dangereuse, même avec un équipement de protection. Les pneus en feu produisaient tellement de fumée que la visibilité était nulle. Benno Buhlmann, l'un des pompiers, a qualifié plus tard cette opération de pire mission de sa carrière. Plus de 150 pompiers des villes voisines, d'Airolo et de Göschenen, ont tenté de maîtriser l'incendie. Les équipes ont attaqué le feu de deux côtés, mais l'approche nord était pratiquement bloquée par la fumée. Les méthodes d'extinction standard se sont avérées peu efficaces contre les pneus en feu et les températures élevées. La chaleur était si intense que les dalles de béton du plafond du tunnel ont commencé à s'effondrer. Ces structures massives sont tombées sur les voitures en feu, créant des obstacles supplémentaires pour les opérations de sauvetage. Au total, environ 40 voitures ont été endommagées par le feu, dont beaucoup ont fondu en une masse métallique unique. Les principales victimes étaient celles qui se trouvaient dans la partie nord du tunnel, à environ 300 mètres du lieu de l'accident. Les fumées toxiques dégagées par les matériaux en feu se sont avérées mortelles. 11 personnes sont décédées des suites d'une intoxication par les produits de combustion. La plupart d'entre elles étaient des chauffeurs de camions qui n'avaient pas eu le temps de s'évacuer ou qui avaient tenté de sauver leur véhicule. Cette tragédie a montré à quelle vitesse la situation peut changer dans l'espace confiné d'un tunnel. Ce qui avait commencé comme un simple accident de la route s'est transformé en quelques minutes en une catastrophe avec des victimes humaines. L'incendie a duré plusieurs heures avant que les pompiers ne parviennent à le maîtriser. Dans la soirée du 24 octobre 2001, l'incendie dans le tunnel du Gotthard était éteint, mais l'ampleur des dégâts était impressionnante. Une section du tunnel d'environ 200 mètres de long était en ruine. Les dalles de béton du plafond s'étaient effondrées. Environ 40 voitures avaient eu brûlé ou fondu sous l'effet des températures extrêmes. Les murs étaient recouverts d'une épaisse couche de suie et le système de ventilation était gravement endommagé. Les ingénieurs ont constaté que malgré les dégâts, la structure principale du tunnel avait résisté et pouvait être réparée. Cependant, les travaux allaient prendre des mois. Le tunnel du Gotthard, l'une des artères les plus importantes d'Europe, a été fermé pour une durée indéterminée. Ce fut un coup dur pour la logistique européenne.
Chaque jour, environ 3600 camions transportant des marchandises d'une valeur de plusieurs millions d'euros traversèrent le Gotthard. L'économie italienne a été particulièrement touchée, le pays ayant perdu sa principale voie terrestre pour le commerce avec ses voisins du Nord. Les entreprises de transport ont cherché des alternatives. Le tunnel ferroviaire du Gotthard a repris le transport de camions sur des trains-plateformes, mais sa capacité était limitée. Grâce à un automne doux, le col du Gotthard est resté praticable. Les camions ont continué à circuler sur la route sinueuse, créant des embouteillages de plusieurs kilomètres. Les autres tunnels alpins ont connu une forte augmentation du trafic, mais n'ont pas pu compenser entièrement la perte du Gotthard. Les pertes économiques se chiffraient à plusieurs millions d'euros par jour. Les entreprises industrielles italiennes étaient confrontées à des retards de livraison. Les sociétés commerciales subissaient des pertes en raison de l'augmentation des frais de transport. L'Association italienne des transporteurs routiers a déclaré que l'économie était paralysée. Les autorités suisses ont mobilisé toutes leurs ressources pour une remise en état rapide. Des entrepreneurs déjà familiarisés avec la construction du tunnel ont été appelés à la rescousse. Les réparations ont été effectuées 24 heures sur 24. Déblaiement des décombres, restauration du plafond, remplacement des systèmes électriques. Les ingénieurs ont profité de cette pause pour moderniser le tunnel. Ils ont augmenté le nombre d'ouvertures de ventilation, amélioré l'éclairage de secours et rendu les panneaux indiquant les abris plus visibles. Le 21 décembre 2001, 2 mois après la tragédie, le tunnel a été rouvert. Moritz Leuenberger, ministre suisse des Transports, a qualifié les événements d'octobre de scène d'horreur, mais a souligné que les systèmes de sécurité avaient sauvé de nombreuses vies. Le retour à la normale s'est fait progressivement. La circulation des camions a été limitée à 150 par heure, avec une distance obligatoire de 150 mètres entre les véhicules. Ces mesures devaient empêcher les embouteillages et faciliter l'évacuation en cas de nouveaux incidents. L'incendie du tunnel du Gotthard a marqué un tournant dans l'histoire de la sécurité des tunnels. Cette tragédie a contraint les ingénieurs et les spécialistes du monde entier à revoir leurs approches en matière de conception des longs tunnels routiers. Le Gotthard n'était pas la première catastrophe de ce type en Europe. En 1999, un incendie dans le tunnel du Mont Blanc avait coûté la vie à 39 personnes. Mais c'est précisément l'expérience du Gotthard qui a montré l'importance d'un système de sécurité bien conçu. Grâce aux abris d'urgence et à la galerie d'évacuation, il a été possible d'éviter un nombre plus important de victimes et de sauver des dizaines de vies. Après 2001, l'Union européenne a renforcé les exigences en matière de sécurité des tunnels. Des normes obligatoires ont été fixées pour tous les tunnels de plus de 500 mètres. Issus de secours, abris, systèmes d'alerte et systèmes de ventilation spéciaux capables de localiser la fumée en cas d'incendie. Des changements à grande échelle ont été entrepris dans le tunnel du Gotthard. Un service d'incendie spécialisé, le Schadenwehr Gotthard, a été créé avec un personnel renforcé et une formation spéciale. Des détecteurs thermographiques ont été installés aux entrées pour vérifier la surchauffe de chaque camion, ce qui a permis d'éviter plusieurs incendies potentiels. La ventilation a été radicalement modifiée. Le nouveau système, équipé de clapets réglables, est capable de localiser la fumée dans une zone déterminée et d'empêcher sa propagation. Les indications des issues de secours ont été rendues plus visibles et les abris ont été équipés d'instructions détaillées en plusieurs langues. La solution la plus radicale a été la construction d'un deuxième tube, commencé en 2016. Ce tunnel parallèle permettra de séparer complètement les flux de circulation dans les deux sens, éliminant ainsi les collisions frontales. La fin des travaux est prévue pour la fin des années 2020. Parallèlement, un nouveau tunnel ferroviaire de base du Gotthard, long de 57 km, le plus long du monde, a été inauguré en 2016. Il permet de transporter des camions sur des plateformes, réduisant ainsi la charge sur le tunnel routier. L'expérience du Gotthard a influencé la conception des tunnels dans le monde entier. Les nouveaux tunnels longs sont construits avec 2 tubes et un système de sécurité sophistiqué. Les anciens tunnels sont modernisés en tenant compte des leçons tirées en 2001. La catastrophe du Gotthard est devenue un cas d'étude obligatoire dans les écoles de pompiers et les universités d'ingénierie, montrant l'importance des actions appropriées des personnes et l'efficacité des systèmes de sécurité passive. Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, le tunnel du Gotthard reste l'une des artères de transport les plus importantes d'Europe. Des millions de voitures le traversent chaque année, la plupart des conducteurs n'ayant même pas conscience de la tragédie qui s'est déroulée ici en octobre 2001. Mais chaque système de sécurité, chaque issue de secours et chaque procédure de contrôle des camions gardent le souvenir des 11 personnes qui ne sont pas rentrées chez elles ce jour d'automne.
Les noms de Bruno Sabat, qui a sauvé des dizaines de vies grâce à sa rapidité d'action, et des pompiers qui ont risqué leur vie pour lutter contre le feu, sont restés gravés dans l'histoire du tunnel. Leur courage dans une situation critique a montré que même dans les circonstances les plus terribles, la solidarité humaine et le sens du devoir peuvent sauver des vies. La tragédie du Gothard a changé à jamais le monde des tunnels. Ce qui avait commencé comme un simple trajet professionnel s'est transformé en catastrophe, obligeant l'humanité à repenser ses approches en matière de sécurité et à créer des normes qui protègent aujourd'hui des millions de personnes à travers le monde. C'est là l'héritage le plus important de ceux qui ont péri dans l'incendie du 24 octobre 2001. L'histoire du tunnel du Gothard nous fait réfléchir à la fragilité de notre vie quotidienne. Chaque jour, des millions de personnes empruntent des tunnels, des ponts, prennent l'avion, confiant leur vie à la technologie et au système de sécurité. Mais qu'en serait-il si une seule étincelle suffisait à tout changer? Imaginez-vous à la place de Bruno Sabat. Seriez-vous capable, dans un moment critique, de penser non pas à votre propre salut, mais à celui des autres? Ou à la place des conducteurs dans la partie nord du tunnel, auriez-vous pris la bonne décision en quelques secondes alors que le chaos et la panique régnaient autour de vous? Que feriez-vous dans le tunnel si vous voyiez de la fumée devant vous? Continueriez-vous à rouler? Feriez-vous demi-tour? Ou abandonneriez-vous votre voiture pour courir? Écrivez-moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans les prochains épisodes.